Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un soral qui était reçu sur GPTV qui va donner son avis sur Israël, sur la guerre en Iran. Est-ce la fin de l'État d'Israël? Est-ce la fin du sionisme? Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à tous les donateurs, merci à tous ceux qui m'aident, que ce soit sur Patreon, sur Tipeee, sur YouTube. Votre soutien me touche énormément. Merci à vous, on l'écoute et on en parle juste après. Alors, il y a plein d'éléments. Alain, j'aimerais continuer sur ce sujet israélien pour faire l'avocat du diable. C'est parce que je trouve il y a plein d'éléments qui sont très intéressants. Bon, déjà, je pense que là, on peut le dire quand même aux spectateurs, parce qu'on a entendu parler de différents risques là dans ton analyse, potentiellement nucléaire. On voit que l'ultimatum a révélé un problème peut-être qui n'était pas perçu par beaucoup de gens, c'est qu'il y a plus de chances qu'il y ait une crise de l'eau et une guerre de l'eau. On le voit avec les usines de dessalement, plutôt qu'un risque d'ailleurs nucléaire. On aura la réponse à la fin de l'ultimatum, parce que l'Iran promet de frapper si elle se retrouve également touchée sur des infrastructures énergétiques civiles. Elle promet de frapper dans tout le Moyen-Orient, les usines de dessalement qui pourraient mettre des mois, voire des années à se régler. Donc là, ce serait une sorte de catastrophe humanitaire intégrale. Mais donc, c'est pas ce que l'on souhaite, mais bref. Pour faire l'avocat du diable, alors. C'est-à-dire que, d'accord, donc Israël aurait ses contradictions. Mais si on part du principe que Israël a une telle influence sur la politique étrangère américaine, sur une part aussi de la technologie, en termes de start-up, de développement technologique, on l'a vu, on se souvient des propos d'Harari, de toutes les start-up de la Silicon Valley, etc., qui permettent de développer une société du management qui ne demande pas forcément à avoir, si on parle du peuple juif, un juif pour chaque tâche. Ils peuvent déléguer, voire même jouer sur de l'immigration, etc. On a une extension du territoire progressif par les opérations, ou du moins des changements qui ouvrent les portes. Je le répète, on a eu quand même la Syrie qui a chuté, les opérations là au Liban qui continuent, là l'Iran mettra du temps. Mais excuse-moi, la Syrie a chuté, donc c'est un pays de chaos où il y a des égorgeurs qui tuent les anciennes élites alaouites qui faisaient de ce pays arabe un pays laïque par ailleurs. Mais est-ce que ça se transforme en peuplement pacifié? Ce sont des pays qui ont disparu comme, on va dire, pays hostiles, mais qui sont dans un chaos permanent. Je veux dire, les Juifs sont pas en train de s'installer en Irak, ils sont pas en train de s'installer en Syrie. Ils ont juste détruit tout ce qui était autour d'eux, en gros. Alors, ils pensent peut-être s'installer au sud Liban. Hein, ils sont en train de pousser leurs frontières vers le sud Liban. Mais le problème, c'est que pour se maintenir avec la haine qu'ils ont créée et la violence qu'ils ont créée, il faut en permanence que ce soit un peuple en armes, je rappelle, qui sont tous militaires en permanence, avec une fatigue. La jeunesse israélienne qui est née en Israël et qui veut vivre à l'occidental est beaucoup moins motivée pour se battre que ceux qui sortaient de la peur des camps, parce que il y avait quand même des camps, et il y a eu quand même une hostilité envers les Juifs qui est indéniable en Europe centrale entre 33 et 45. Eux avaient une motivation qui se comprenait, mais aujourd'hui, la jeunesse israélienne, elle a envie de continuer cette épopée conquérante, où on se fait détester tout le monde. Je rappelle que le pays le plus dangereux pour un juif au monde, c'est Israël. C'est le pays où on peut se faire poignarder à un arrêt d'autobus. Alors malgré les mensonges de Golnadel, on vous dit qu'en France, les juifs rasent les murs et se font persécuter en permanence. On sait très bien que c'est absolument faux, puisqu'on a même des types qui s'amusent à traverser le 9-3 avec une kippa et personne en a rien à foutre. Les mecs tiennent les murs en train d'écouter du rap et les regardent passer... voilà, en tirant sur le bédo, quoi. Et donc le problème, c'est la viabilité de cette logique de conquête. C'est ça le problème. C'est toujours le problème dans la durée. C'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire de cette victoire. À un moment donné, tu sais, c'est comme dire, il faut savoir arrêter une grève, il faut savoir arrêter une guerre. Et le problème, c'est qu'ils sont dans une logique de guerre sans fin. Parce que c'est une guerre qui n'a jamais où il n'y a jamais la moindre porte de négociation pour l'autre, tu sais. C'est nous sommes là pour vous dominer, pour vous soumettre, nous vous méprisons, notre Dieu vous méprise, on va vous Amalek, on va vous exterminer, vous réduire en esclavage. Donc ça crée, il n'y a pas d'offre, tu sais, comme il pouvait y avoir à l'époque une offre Lyotet, essayant de faire comprendre aux Marocains qu'il y avait peut-être un intérêt de collaborer avec l'impérialisme français, tu vois. À un moment donné, on peut se dire ça peut être un moyen de développement, mais là, il n'y a jamais de proposition. Il n'y a jamais de proposition israélienne en disant, voilà, nous vous faisons une offre. C'est toujours, nous sommes le peuple élu, la terre nous est promise, soit vous vous soumettez, soit on vous massacre. Je veux dire, tu crées une haine inextinguible que tu caches par du mensonge. Je rappelle que les sionistes, et malheureusement au sens le plus large du terme, sont des menteurs professionnels. Ils ont transformé les médias français en médias menteurs intégraux. Hein. Toute la communication qu'on voit aujourd'hui sur Drahi ou
ou sur Bolloré, c'est-à-dire chrétiens sionistes et sionistes purs, ne sont qu'un ramassis de mensonges permanents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas tu peux mentir, c'est pour marquer des points, tu vois, ça s'appelle un escroc, mais tu ne peux pas pérenniser sur le long terme par le mensonge. À un moment donné, le mensonge te pète à la gueule, c'est tout. Il y a quand même à un moment donné la supériorité de la vérité sur le mensonge, la supériorité de la paix sur la guerre, et la supériorité, tu vois, de l'amour sur la haine. Tu vois, c'est un très bon point. Et je me pose sérieusement la question parce que là, on parlait donc d'eschatologie et de messianisme. Est-ce que ce n'est pas une technique psychologique qui peut être renouvelée à l'infini? Parce que moi, personnellement, je ne suis pas du tout dans la physicalité du concept. Je ne crois pas qu'il va y avoir un Mashiach qui va apparaître de chair et de sang, etc. Je me dis, ça vient de toute cette théologie et ça peut être utilisé à foison pour permettre une organisation collective par le biais de la panique, de la restructuration, et ça peut être répété continuellement. En tout cas, pour la situation israélienne, on le voit de part d'ailleurs le problème du voile du tribalisme qui n'arrive pas à déchirer. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être répété ad vitam aeternam? Non, l'humanité disparaît. Non. À un moment donné, il y a la loi de contradiction interne, il y a les limites même de l'énergie. On sait bien que tout est popé, tu vois, fini à un moment donné. Les Grecs sont passés de la mythologie après à la tragédie et après à la philosophie. Il y a eu 3 temps. Je veux dire, Spengler te l'explique aussi. Il n'y a pas, tu sais, comment dirais-je, il y a les lois de la thermodynamique aussi pour les sociétés, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il y a la désorganisation, il y a l'élan initial. Cet élan initial, c'était effectivement Israël, solution à la Shoah. Donc ça a créé effectivement un booster incroyable, mais c'était il y a 80 ans. Et aujourd'hui, tu vois très bien d'ailleurs que le moteur d'Israël n'est plus la Shoah, c'est la Torah. Ça, c'est un de mes concepts clés. Les Israéliens, pour continuer à avancer, sont passés de la Shoah à la Torah. La Shoah, ça avait un avantage parce que ça disait à tous les peuples occidentaux, nous avons été persécutés par une idéologie qui est sortie d'Europe et qui est sortie quelque part de votre monde. Nous avons donc un crédit que vous nous devez, des réparations, c'est de la discrimination positive, et ça tétanisait un peu, et ça faisait qu'on acceptait. Aujourd'hui, par le sort qu'ils font subir aux Gazaouis, ils ne peuvent plus se réclamer de la Shoah, parce qu'on voit très bien que la Shoah, qui est la prime aux souffrants, amène ces mêmes occidentaux, l'élevés dans l'antiracisme, etc., à être comment dirais-je, en harmonie et en sympathie pour la souffrance des Palestiniens. C'est pour ça que là, ils sont passés de la justification d'Israël par la Shoah à la justification d'Israël par la Torah. C'est-à-dire, Dieu nous a promis le grand Israël, car nous sommes le peuple élu. Notre Dieu est un Dieu vengeur. Il faut lire l'Ancien Testament, hein, ça assassine en permanence, ça tue les femmes, les enfants, les animaux, etc. Et dès lors qu'ils règnent par la Torah, ils sont eux-mêmes en train de sortir de la séquence Shoah, c'est-à-dire de la séquence compassionnelle, tu vois. Et ils sont en train de se montrer comme les nouveaux nazis. Je veux dire, et tu vois très bien que les compassionnels français qui ont été élevés dans la compassion, ça s'appelle le gauchisme, hein, la compassion laïque, c'est LFI, et tu vois bien que LFI aujourd'hui est passé de la lutte contre les méchants antisémites qu'on soupçonnait d'être des nostalgiques du nazisme, et ils avaient affublé de ce qualificatif Jean-Marie Le Pen et le Front National, et tu vois bien qu'aujourd'hui, dans cette même logique compassionnelle, ils sont devenus hyper pro-palestiniens, hyper anti-israéliens, et qu'aujourd'hui, les sionistes sont obligés d'aller se rabattre sur finalement le vieux parti d'extrême droite qui renoue avec sa tradition d'extrême droite, qui s'appelle le RN. Avec en disant, nous sommes les blancs, sous-entendu d'ailleurs, nous sommes supérieurs, c'est ce que ça veut dire, haro sur les bougnoules, donc les racailles en France, les Palestiniens en Palestine, et tu vois très bien que donc ils ont changé d'âne, mais malheureusement ils sont passés dans une logique, je dirais, qui amène à l'Afrique du Sud, c'est-à-dire que ils laissent aucun champ à la compassion universelle, à l'égalité, à l'antiracisme, etc. Donc c'est une fuite en avant, qui ne peut pas marcher parce que le reste du monde ne va pas d'un seul coup se prosterner devant le suprémacisme juif. Alors peut-être que les Indiens, avec leur vision de caste, peuvent se dire finalement, les brahmanes peuvent se sentir en harmonie. Tu sais, au niveau du business, il semblerait qu'il y ait des sympathies entre un certain brahmanisme hindou versé dans le turbocapitalisme et certains juifs dans les affaires. Mais tu vois, c'est marginal. Mais globalement, les juifs, en étant passés de la Shoah à la Torah, sont dans une fuite en avant qui ne peut que mal finir. Ils ne vont pas convertir le monde à l'égalité raciale, et d'autant plus qu'à un moment donné, si tu la joues carte racialiste, chacun va jouer la carte racialiste pour lui-même. Tu vois ce que je veux dire ? Personne ne va se soumettre au racialisme juif mondialement. Bien sûr, par la corruption
Parce que leur carte, en fait, maîtresse, c'est la corruption. Ils ont mis, t'as vu, un type en Argentine qui va les accueillir. On a au Mexique, je rappelle, une présidente, enfin, je sais pas si elle est présidente, première ministre, mais qui est d'origine juive. Donc, ils ont placé leur pion, ça c'est évident, parce que leur grande puissance, c'est la puissance d'argent. Ils ont acheté beaucoup, beaucoup de monde. Mais c'est pareil, je veux dire, ça ne suffit pas pour pérenniser. Tu vois, il y aura pas de Reich pour Milan. Il y aura pas, il y aura pas le rêve italien. Il y aura pas le rêve italien du Reich pour Milan à Jérusalem. Ça ne peut pas exister. Alain, je me permets parce que sinon, enfin, il faudrait que je prenne des notes et je vais perdre un peu le fil parce que je trouve ces points très intéressants. Et même, on le voit, la nouvelle charge émotionnelle qu'il y a, ce n'est plus comme au XXe siècle où il y a eu la Shoah. Maintenant, c'est le 7 octobre. Donc, on a vu qu'il y avait une nouvelle sacralisation de la souffrance et qui permettait de perpétuer cet agenda politique et voire même accélérer sa transformation et sa radicalité. Israël mène une guerre pour sa survie. Car depuis le début, son projet n'est pas viable. C'est la même chose. Là, on a vu des images où ils ont littéralement rasé des villages au sud Liban. Là encore, quel est leur projet? Ils n'ont pas une population assez grande et assez travailleuse pour occuper d'autres territoires. Donc, hormis là encore un projet qui n'est que religieux, messianique, fanatique, on a du mal à comprendre leur logique. Et c'est justement ça le problème. Ils n'ont pas de projet politique. Ils pensent, ils veulent soumettre les autres parce qu'ils se considèrent supérieurs. Le problème, c'est qu'ils peuvent se sentir supérieurs à nous autres, mais ils n'ont ni la puissance financière, ni la puissance militaire, ni le nombre. La seule chose qu'ils ont aujourd'hui, eh bien, c'est le fameux chantage à l'antisémitisme, et même celui-ci, regardez bien, il prend de moins en moins. Il y a aussi autre chose qui ressort ces derniers temps, c'est l'antisémitisme. Et je ne parle pas en France, aux États-Unis. Et ça, c'est une variable d'ajustement qui est très importante. Car les États-Unis, c'est le pays qui tient à bout de bras Israël. Ils leur fournissent un armement militaire gratuit. Ils leur fournissent de l'argent tous les ans, sans parler de la protection militaire. Et avec l'antisémitisme américain qui avait globalement disparu, mais qui revient non seulement chez une part de l'élite américaine, écoutez Tucker Carlson, Cohen Owens ou d'autres personnalités politiques, mais également dans la population américaine qui commence à s'apercevoir du piège qui est en train d'enfermer le sionisme, les États-Unis, et surtout qu'il les mène dans cette guerre inutile qui est l'Iran. Et là, peut-être, on peut comprendre ce que cherche à faire Trump avec toutes ces déclarations loufoques où il nous dit qu'il ne s'attendait pas à une telle riposte de l'Iran, qu'il pensait que ça allait se faire facilement. En fait, Trump n'est pas un mec idiot. Tu ne peux pas avoir bâti ce qu'il a bâti en étant un crétin. Donc Trump a-t-il compris que pour être libre et pour pouvoir sauver les États-Unis de la fin de l'Empire, il lui fallait pas se débarrasser d'Israël qui est véritablement un caillou dans la gueulasse des ricains. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.